Les lois du succès, l'intégrale par Napoleon Hill. Tome 1. Préface. Il y a quelques années, un jeune pasteur nommé Gonzalus annonça dans les journaux de Chicago que le dimanche suivant, il prêcherait sur le thème suivant: ce que je ferais si j'avais $1 million. L'annonce attira l'attention de M. Armour, un grand homme d'affaires qui décida de venir l'écouter. Dans son discours, M. Gonzalus présenta le projet d'un grand centre d'enseignement où les jeunes pourraient apprendre comment réussir dans la vie en développant à la fois leur sens pratique et leur imagination. « Si j'avais $1 million, je créerais cette école, dit le jeune pasteur. » Après le sermon, l'homme d'affaires se leva et se dirigea vers le pupitre. Il se présenta et dit au pasteur: « Mon révérend, je crois en vous et en votre idée. Si vous venez à mon bureau demain matin, je vous donnerai ce $1 million. Il y a toujours du capital disponible pour ceux qui ont de bonnes idées. » C'était le début de l'Institut Armour de technologie, connu actuellement sous le nom d'Institut Illinois de technologie, l'une des plus grandes universités aux États-Unis. L'école est née de l'imagination d'un jeune homme dont on n'aurait jamais entendu parler en dehors de la communauté où il prêchait, sans l'aide de l'imagination et du capital de l'homme d'affaires. Chaque grand chemin de fer, chaque grande institution financière et chaque entreprise d'affaires a commencé dans l'imagination de quelqu'un. F. W. Woolworth a d'abord développé dans son imagination la chaîne de magasins à bas prix F. W. Woolworth Company avant que cela ne devienne réalité et ne le rende multimillionnaire. Thomas Edison a d'abord inventé dans son imagination le phonographe, le cinématographe, l'ampoule électrique et des dizaines d'autres inventions utiles avant de les rendre réelles. Pendant l'incendie de Chicago, des commerçants dont les magasins sont partis en fumée pleurent leurs pertes près des centres fumantes de leurs anciens lieux d'activité. Beaucoup d'entre eux ont décidé de déménager et de tout recommencer dans d'autres villes. Marshall Field, fondateur du grand magasin équivalent des Galeries Lafayette de Paris, était lui aussi dans ce groupe, et il a imaginé le plus grand magasin du monde s'élever au même endroit où se trouvait jadis son ancienne boutique. Ce magasin est devenu une réalité. Heureux ou heureuse est le jeune homme ou la jeune femme qui apprend tôt à faire preuve d'imagination dans la vie, et 2 fois plus si il ou elle le fait à cette époque où il existe d'innombrables opportunités. L'imagination est une faculté de l'esprit qui peut être cultivée, développée, étendue et élargie grâce à son utilisation. Si cela n'était pas vrai, ce cours sur les 15 lois du succès n'aurait jamais vu le jour, car il a été d'abord conçu, dans mon imagination, à partir d'une graine d'idée semée par une remarque fortuite faite par le feu Andrew Carnegie. Qui que vous soyez ou que vous soyez, quelle que soit votre occupation, vous pouvez vous rendre plus utile et plus productif en développant et en utilisant votre imagination. Le succès dépend de l'effort individuel, mais vous vous trompez si vous pensez que vous pouvez réussir sans la coopération des autres. En effet, le succès vient de l'effort individuel seulement dans la mesure où chacun doit décider tout seul ce qu'il veut. Cela nécessite l'emploi de l'imagination. À partir de là, le succès est une question de tact et d'habileté à convaincre les autres à coopérer. Avant de pouvoir obtenir la coopération des autres, et même avant d'avoir le droit de demander ou d'attendre la coopération de la part d'autres personnes, vous devez d'abord démontrer une volonté de coopérer avec eux. Pour cela, vous devez adopter l'une des lois du succès expliquées dans ce cours. Avoir l'habitude de faire plus que ce que pour lequel vous êtes payé. Cette loi pourrait à elle seule pratiquement assurer le succès à tous ceux qui l'appliquent dans leur activité. Dans cette leçon, j'ai intégré un tableau d'analyse personnelle dans lequel 10 hommes connus ont été analysés pour que vous puissiez les étudier et les comparer à votre tour. Observez attentivement ce tableau et remarquez les points à risque qui provoquent l'échec en cas de non-respect des signaux. Sur les 10 hommes analysés, 8 ont réussi et 2 ont échoué. Étudiez attentivement les raisons de l'échec de ces derniers. Ensuite, analysez-vous vous-même. Dans la colonne vide prévue à cet effet, donnez-vous une note pour chacune des 15 lois du succès et voyez ce qu'il faut améliorer. Ce cours a pour but de vous aider à vous améliorer dans le domaine professionnel de votre choix. Pour cela, vous devez vous analyser et faire l'inventaire de toutes vos qualités afin que vous puissiez les organiser et les utiliser de la manière la plus profitable possible.
Si vous n'aimez pas votre travail actuel, vous avez deux possibilités pour sortir de cette situation. Soit vous vous intéressez peu à votre activité et vous faites le strict minimum, ainsi très vite vous allez devoir trouver une solution car vos services ne seront plus sollicités, soit vous vous rendez tellement utile et efficace que vous attirerez l'attention favorable de ceux qui ont le pouvoir de vous accorder une promotion et vous attribuer un poste plus important qui vous plaise davantage. C'est à vous de choisir la méthode qui vous conviendrait le mieux. Mais encore une fois, rappelez-vous de l'importance de la leçon sur l'habitude de faire plus que ce pour lequel on est payé, dans laquelle vous trouvez les meilleurs moyens pour obtenir une promotion, plus particulièrement si vous optez pour la seconde possibilité. Des milliers de gens sont passés à côté de la mine de cuivre du Calumet dans le Michigan sans la découvrir. Un seul homme a employé son imagination, a creusé quelques mètres et a découvert l'une des mines les plus riches au monde. À un moment ou à un autre, chacun de nous marche à côté d'une mine d'or. Sa découverte dépend de l'investigation et de l'emploi que vous faites de votre imagination. Ce cours sur les 15 lois du succès peut vous conduire vers cette mine d'or, et vous serez surpris de découvrir que vous étiez déjà debout sur cette mine riche dans le cadre de votre travail actuel. Dans son livre intitulé « Une mine de diamants sous vos pieds », Russell Conwell explique justement qu'il ne faut pas chercher loin les opportunités car elles se trouvent juste à côté de nous. C'est une vérité qui mérite d'être retenue. Napoléon Hill. Introduction. Je remercie infiniment tous ceux qui ont contribué à l'écriture de ce cours. Ce cours est le résultat d'une analyse attentive du travail de plus de 100 hommes et femmes qui ont atteint un succès extraordinaire dans leurs vocations respectives. J'ai passé plus d'une vingtaine d'années à collecter, classifier, tester et organiser les 15 lois sur lesquelles est basé ce cours. Durant mon travail, j'ai reçu une aide précieuse en personne ou à travers l'analyse du travail des hommes suivants: Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Edison, Harvey Firestone, John Rockefeller, Charles Schwab, Woodrow Wilson, Darwin Kingsley, W. M. Wrigley Jr., A. D. Lasker, E. A. Filene, James Hill, Edward Bock, Cyrus Curtis, George Perkins, Henry Doherty, George Parker, Dr. C. Henry, le général Rufus Ayers, le juge Elbert Gary, William Toward, William Howard Taft, Dr. Helmer Gates, John W. Davis, le capitaine George Alexander, dont j'étais son assistant auparavant, F. W. Woodworth, le juge Daniel White, Samuel Hinsel, Hugh Chalmers, Dr. E. W. Strickler, Edwin C. Barnes, Robert L. Taylor, Finding Bob, George Eastman, E. M. Statler, John Winemaker, Marshall Field, Albert Hubert, Luther Burbank, O. H. Harriman, John Burroughs, E. H. Harriman, Charles P. Steinmetz, Frank Vanderlip, Theodore Roosevelt et le Dr. Alexander Graham Bell, à qui je dois une grande partie de cette leçon sur l'esprit maître. Parmi ces personnalités, je pense que c'était Henry Ford et Andrew Carnegie qui ont le plus contribué à l'élaboration de ce cours, car M. Carnegie a été le premier à suggérer sa création et le travail de M. Ford a fourni la plupart des matériaux pour son développement. Je voudrais remercier toutes ces personnalités pour les services qu'ils m'ont rendus, car sans eux ce cours n'aurait jamais été écrit. J'ai analysé de près en personne la plupart de ces hommes. J'ai eu le privilège d'entretenir des relations amicales étroites avec la plupart d'entre eux, et c'était grâce à cela que j'ai pu comprendre leur philosophie et rassembler des faits qui n'auraient pas été disponibles autrement. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu le privilège de bénéficier des services des personnalités les plus importantes du monde pour réaliser ce cours sur les lois du succès. Ce privilège a été en soi une grande récompense pour ce travail. Ces hommes ont construit les bases des affaires, de l'industrie financière et du pouvoir politique aux États-Unis. Ce cours sur les lois du succès représente la philosophie et les règles de procédure qui ont fait de chacun de ces hommes une grande puissance dans son domaine d'activité. Au cours de la rédaction de ce cours, j'ai essayé d'utiliser le plus possible des termes simples pour qu'ils puissent être compris et maîtrisés par les jeunes lycéens et lycéennes. À l'exception de la loi psychologique appelée le cerveau collectif, je n'ai rien créé de nouveau dans ce cours. Ce que j'ai fait cependant a été de rassembler des vérités anciennes et des lois connues et de les rendre pratiques et faciles à utiliser pour qu'elles puissent être interprétées correctement et appliquées par tous ceux qui ont besoin d'une philosophie de la simplicité. Après la lecture des lois du succès,
le juge Albert Gary a dit « Deux traits exceptionnels liés à la philosophie m'ont impressionné. L'un est la simplicité de la présentation et l'autre le fait que c'est une vérité si évidente pour tout le monde qu'elle sera immédiatement acceptée. Vous ne devriez pas porter un jugement sur cette philosophie avant d'avoir lu entièrement l'ensemble des 16 leçons. Cela s'applique particulièrement à cette leçon sur l'esprit maître, dans laquelle il a été nécessaire d'inclure des courtes références à des sujets plus ou moins techniques et scientifiques. La raison en sera évidente après la lecture des 16 leçons. Si vous lisez ce cours l'esprit ouvert du début jusqu'à la fin, vous serez richement récompensé avec une vision plus large et plus claire de la vie dans son ensemble. 1. Le cerveau collectif. Le cerveau collectif ou esprit maître. Vous pouvez y arriver si vous croyez. Votre succès dépend en grande partie de votre capacité à vous adapter aux différents changements d'environnement d'une manière harmonieuse et équilibrée. L'harmonie est basée sur la compréhension des forces qui constituent notre environnement. Par conséquent, ce cours est un modèle que vous pouvez suivre si vous voulez atteindre le succès, car il vous aide à interpréter, comprendre et utiliser ces forces qui nous entourent. Ce cours sur les lois du succès ne peut pas être diffusé dans les nombreux magazines actuels, car il est destiné aux personnes sérieuses qui consacrent une partie de leur temps à atteindre le succès dans la vie. Je n'ai pas l'intention de concurrencer ceux qui écrivent dans le but de divertir uniquement. Mon objectif est de vous aider à chercher et à définir honnêtement vos faiblesses et ensuite de créer un plan défini pour les compenser. Quelles sont les faiblesses qui vous empêchent de réussir ? Les personnes qui ont déjà atteint le succès avaient d'abord corrigé certains points faibles de leur personnalité avant de commencer à réussir. Les principales faiblesses qui pourraient vous empêcher de réussir sont l'intolérance, l'avidité, l'avarice, la jalousie, le doute, la vengeance, l'égoïsme, la vanité, la tendance à récolter ce que vous n'avez pas semé et l'habitude de dépenser plus que vous ne gagnez. Tous ces ennemis communs de l'humanité et beaucoup d'autres qui ne sont pas mentionnés ici sont expliqués dans ce cours sur les lois du succès de manière à ce que vous puissiez les maîtriser facilement. Pourquoi ce cours est-il fiable ? Vous savez déjà que l'ensemble de ce cours a été expérimenté et qu'il a déjà à son actif un record de succès. Vous savez également qu'il a été examiné et approuvé par des gens intelligents qui avaient l'esprit pratique. Ce cours sur les lois du succès a été utilisé pour la première fois comme un cours académique. Je l'ai présenté dans de nombreuses petites villes américaines pendant plus de 7 années. Lors de chaque formation, j'ai placé des assistants dans l'audience pour observer la réaction des gens présents afin que je puisse connaître exactement l'effet du cours sur eux. Cette expérience m'a permis d'y apporter quelques changements. Le premier grand succès obtenu par la philosophie des lois du succès a été de la mettre comme base d'un cours de marketing destiné à 3000 étudiants. Grâce à cela, l'université a gagné $1 million et m'a payé $30 000 pour mes services sur une période d'environ 6 mois. Ceux qui ont atteint le succès grâce à ce cours, simples particuliers, vendeurs, etc., sont trop nombreux pour être cités ici, mais les bénéfices qu'ils en ont tirés sont évidents. En principe, tous les termes utilisés dans cette leçon vous sont familiers maintenant, mais si vous rencontrez des termes que vous ne comprenez pas très bien, relisez la leçon correspondante et tout sera clair pour vous. Lisez plusieurs fois cette leçon sur le cerveau collectif, et vous verrez qu'à chaque lecture, vous découvrirez une pensée ou une idée nouvelle que vous n'avez pas eue au cours de vos précédentes lectures. La loi qui changera le cours de votre vie. Dans cette leçon, vous découvrirez en détail une loi qui représente la fondation même de tout succès personnel. J'ai appelé cette loi le cerveau collectif, ce qui signifie esprit développé par la coopération harmonieuse de 2 ou plusieurs individus s'alliant dans le but d'atteindre un objectif précis. Si vous travaillez dans le domaine de la vente, vous pouvez expérimenter tous les jours à votre profit cette loi du cerveau collectif. Un groupe de 6 ou 7 vendeurs qui utilisent efficacement cette loi peuvent augmenter leur chiffre d'affaires de façon extraordinaire. L'assurance vie est le service le plus difficile à vendre au monde. Pourtant, cela ne devrait pas être le cas, puisqu'il s'agit d'une nécessité. Malheureusement, il en est ainsi. Malgré cela, un petit groupe d'amis travaillant pour une compagnie d'assurance, dont les ventes sont pour la plupart représentées par de petites polices, a expérimenté la loi du cerveau collectif. Résultat, durant les 3 premiers mois de l'expérience, chaque membre du groupe a vendu plus d'assurances qu'il n'en avait jamais vendu sur une année entière auparavant. Ce petit groupe de représentants intelligents en assurance vie a appris comment appliquer la loi du cerveau collectif.
Ce qu'ils ont accompli grâce à ce principe dépasse l'imagination même des plus optimistes et imaginatifs. Et il en est de même pour d'autres équipes de vendeurs qui proposent des marchandises et des services plus concrets que l'assurance vie. Gardez cela à l'esprit durant l'étude de cette leçon. La compréhension de cette loi devrait elle seule changer complètement le cours de votre vie. Aucune personne n'a la chance de jouir d'un succès permanent avant qu'elle ne commence à voir dans un miroir la cause réelle de toutes ses erreurs. Pourquoi ne devriez-vous travailler qu'avec des gens agréables et attrayants ? Le succès d'une entreprise dépend des personnalités qui se cachent derrière. Travaillez avec des gens ayant une personnalité agréable et attrayante et vos affaires prospéreront. Si dans une même ville, plusieurs magasins vendent exactement les mêmes produits au même prix, remarquez qu'il y en a toujours un qui sort de l'ordinaire et qui est plus prospère que les autres. Pourquoi ? Parce que derrière ce magasin, une ou plusieurs personnes veillent sur les personnalités de ceux qui entrent en contact avec le public. La plupart des gens achètent les personnalités exactement comme s'ils achetaient des marchandises. Ils sont plus influencés par les personnalités avec lesquelles ils entrent en contact que par les produits eux-mêmes. Même si le coût de l'assurance vie ne varie pas trop d'une compagnie à une autre, seuls 10% d'entre elles contrôlent le marché grâce aux personnalités de leurs représentants. 99% des gens qui achètent des polices d'assurance vie ne savent même pas ce que celles-ci contiennent. Et le plus surprenant est qu'en fin de compte, cela ne les intéresse pas. En effet, ils achètent plutôt la personnalité agréable d'un homme ou d'une femme qui comprend l'importance de cultiver une telle personnalité. Le secret pour atteindre un succès remarquable. L'un de vos plus importants objectifs dans la vie est certainement de réussir financièrement et matériellement. Justement, ce cours sur les lois du succès a pour but de vous aider à atteindre votre objectif défini sans violer les droits des autres. Quel que soit votre but principal dans la vie, vous l'atteindrez plus facilement si vous cultivez une personnalité agréable et si vous maîtrisez l'art délicat de vous allier aux autres pour accomplir des tâches sans heurts ni envie. L'un des plus grands problèmes de la vie est d'apprendre l'art de la négociation harmonieuse avec les autres. Ce cours vous enseigne comment négocier votre chemin dans la vie de façon calme et harmonieuse, sans les effets destructeurs de désaccords et de malentendus qui apportent la misère et l'échec à des millions de personnes chaque année. Si vous voulez connaître un succès remarquable dans la vie, vous devez posséder du pouvoir. Pour cela, vous devez avoir suffisamment de personnalité pour influencer les autres à coopérer avec vous dans un esprit d'harmonie. Ce cours vous montre pas à pas comment développer une telle personnalité. Résumé des lois du succès. Voici un résumé des lois du succès que nous allons étudier leçon après leçon. 1. Un objectif bien défini vous permet d'économiser l'effort que la plupart des gens dépensent en essayant de trouver leur voie. Cette leçon vous révélera comment éviter l'inactivité et fixer votre cœur et votre esprit sur un but défini et bien conçu. 2. La confiance en soi vous aide à combattre les 6 peurs fondamentales qui vous dominent souvent. La peur de la pauvreté, la peur de la maladie, la peur de la vieillesse, la peur de la critique, la peur de perdre l'objet de son amour et la peur de la mort. Dans cette leçon, vous allez apprendre la différence entre l'égotisme et la vraie confiance en soi qui est basée sur des connaissances pratiques. 3. L'habitude d'économiser vous enseignera comment distribuer votre revenu systématiquement pour qu'un certain pourcentage s'accumule progressivement, formant l'une des plus grandes sources du pouvoir personnel. Personne ne peut réussir dans la vie sans économiser de l'argent. Il n'y a aucune exception à cette règle et personne ne peut y échapper. 4. L'initiative et le leadership vous montrera comment devenir dirigeant au lieu de rester simple employé dans votre domaine d'activité. Cette leçon a pour but de développer en vous l'instinct du leadership qui vous fera monter peu à peu vers le sommet dans toutes les activités que vous entreprenez. 5. L'imagination vous permet de stimuler votre esprit afin que vous puissiez concevoir de nouvelles idées et développer de nouveaux projets qui vous aideront à atteindre votre objectif défini. Cette leçon vous expliquera comment bâtir de nouvelles maisons avec de vieilles pierres, c'est-à-dire comment créer de nouvelles idées à partir d'anciennes idées et de concepts déjà connus, ou comment utiliser des idées anciennes pour de nouveaux usages. Cette seule leçon équivaut à un cours pratique de marketing. C'est une vraie mine d'or de connaissances. 6. L'enthousiasme vous permet d'inspirer tous ceux avec qui vous entrez en contact et qui s'intéressent à vous et à vos idées. L'enthousiasme est la fondation d'une personnalité agréable, et vous devez avoir une telle personnalité pour influencer les autres à coopérer avec vous.
7. La maîtrise de soi est le contrepoids par lequel vous pouvez contrôler votre enthousiasme et le diriger là où vous voulez qu'il vous amène. Cette leçon vous enseignera d'une manière pratique comment devenir le maître de votre destin et le capitaine de votre vie. 8. L'habitude de faire plus que ce pour lequel on est payé est l'une des plus importantes leçons de ce cours sur les lois du succès. Elle vous démontrera comment profiter de la loi des rendements croissants qui finit toujours par vous apporter des profits monétaires beaucoup plus importants pour les services que vous rendez. Personne ne peut devenir un vrai leader sans avoir cultivé cette habitude. 9. Une personnalité magnétique est le pivot sur lequel vous devez concentrer vos efforts pour pouvoir vaincre intelligemment les montagnes d'obstacles. Cette leçon à elle seule a déjà fait de nombreux maîtres vendeurs. Elle a fait naître des leaders du jour au lendemain. Elle vous montrera comment transformer votre personnalité afin que vous puissiez vous adapter à n'importe quel environnement et à n'importe quelle autre personnalité, tout en restant meneur. 10. La pensée claire est l'une des bases importantes de tout succès permanent. Cette leçon vous apprendra comment distinguer les faits des simples informations. Elle vous expliquera également comment classer les faits connus en deux catégories, faits importants et faits futiles. Elle vous révélera aussi comment reconnaître un fait important et comment élaborer un plan précis à partir des faits afin d'atteindre un but défini. 11. La concentration vous enseignera comment fixer votre attention sur un seul objectif à la fois jusqu'à ce que vous trouviez un plan pratique pour sa réalisation. Elle vous montrera comment vous allier avec d'autres personnes de sorte que vous puissiez utiliser leurs connaissances pour vous aider à atteindre votre objectif. Elle vous fournira des connaissances pratiques sur les forces qui se trouvent autour de vous et vous expliquera comment exploiter et utiliser ces forces à votre profit. 12. La coopération vous enseignera la valeur du travail en équipe dans tout ce que vous entreprenez. Dans cette leçon, vous allez apprendre comment appliquer la loi du cerveau collectif décrite dans cette leçon et dans la leçon sur l'objectif principal défini. Cette leçon sur la coopération vous montrera aussi comment coordonner vos propres efforts avec ceux des autres de manière à ce que les tensions, la jalousie, les conflits, l'envie et l'avidité soient éliminés. Vous découvrirez également comment utiliser ce que les autres ont appris sur le travail que vous effectuez. 13. L'échec vous apprendra comment tirer profit de toutes vos erreurs et de tous vos échecs passés et futurs, aussi bien que ceux des autres. Grâce à cette leçon, vous découvrirez la différence entre échec et défaite temporaire. 14. La tolérance va vous enseigner comment éviter les conséquences désastreuses des préjugés raciaux et religieux, faisant échouer des millions de gens qui se laissent entraîner dans les discussions insensées sur certains sujets et qui empoisonnent ainsi leurs esprits en fermant la porte à la raison et à l'investigation. Cette leçon est la sœur jumelle de celle sur la pensée claire, car personne ne peut devenir un penseur objectif sans être tolérant. L'intolérance clôt le livre du savoir et écrit sur la couverture « C'est fini, j'ai tout appris ». L'intolérance rend ennemis ceux qui devraient être nos amis. Elle détruit des opportunités et remplit l'esprit de doute, de méfiance et de préjugés. 15. La règle d'or vous apprendra comment vous servir de cette grande loi universelle de conduite humaine pour coopérer harmonieusement avec n'importe quel individu ou groupe d'individus. Le manque de compréhension de la loi sur laquelle la règle d'or est basée est l'une des principales causes de l'échec de millions de personnes qui resteront dans la misère et la pauvreté toute leur vie. Cette leçon n'a absolument rien à voir avec la religion ou le sectarisme. Il en est de même pour toutes les autres leçons de ce cours sur les lois du succès. Si vous devez calomnier quelqu'un, ne le dites pas, mais écrivez-le. Écrivez-le sur le sable au bord de l'eau. Napoléon Hill. Quand vous aurez maîtrisé ces lois, il faut en principe 15 à 30 semaines pour y parvenir, vous serez prêt à développer un pouvoir personnel suffisant pour assurer la réalisation de votre objectif défini. Quel est le but de ces lois du succès ? Le but de ces lois est de développer ou de vous aider à organiser toutes les connaissances que vous avez déjà acquises ou que vous allez acquérir dans le futur afin de les transformer en pouvoir. Si vous ne l'avez pas encore fait, lorsque vous étudiez ce cours sur les lois du succès, ayez toujours un bloc-notes à portée de main sur lequel vous noterez au fur et à mesure les idées qui surgiront dans votre esprit au cours de votre lecture. Cela pourrait concerner les chemins et les moyens d'utiliser ces lois pour vous aider à réussir.
Vous devriez aussi commencer à enseigner ces lois à ceux que vous aimez le plus, car c'est bien connu que plus on enseigne une matière aux autres, plus on apprend sur cette matière. Si vous avez des enfants, vous pouvez fixer ces lois du succès dans leur esprit de façon à ce qu'elles changent tout le cours de leur vie. Évidemment, vous devriez également entraîner votre époux ou votre épouse dans l'étude de ce cours. Le pouvoir, comment le développer? Le pouvoir est l'un des 3 principaux objectifs de l'effort humain. Il y a 2 sortes de pouvoir. L'un se développe par la coordination des lois physiques naturelles et l'autre par l'organisation et la classification des connaissances. Le pouvoir issu des connaissances organisées est le plus important, car il nous offre un outil qui nous permet de transformer, de rédiger et dans une certaine mesure de maîtriser et d'utiliser les autres formes de pouvoir. L'objectif de ce cours est de vous montrer la route par laquelle vous pouvez passer en toute sécurité et collecter les faits que vous désirez intégrer dans vos connaissances. Nous pouvons acquérir des connaissances grâce à ces 2 méthodes principales. L'étude, la classification et l'assimilation des faits organisés par d'autres personnes, notre propre processus de collecte, d'organisation et de qualification des faits appelé expérience personnelle. Cette leçon traite essentiellement des méthodes et moyens d'étudier les faits et les données collectées et classifiées par d'autres personnes. Une des connaissances très utiles découvertes par l'homme. L'état de progrès comme la civilisation n'est rien d'autre que la mesure des connaissances que l'homme a accumulées. Ces connaissances sont divisées en 2 catégories, mentales et physiques. Parmi les connaissances utiles organisées par l'homme, il a découvert et catalogué 117 éléments qui constituent l'univers. Seuls 94 éléments sont observés sur Terre. Par l'étude, l'analyse et les mesures exactes, l'homme a découvert la grandeur physique de l'univers tel qu'il est représenté par les planètes, le Soleil et les étoiles, dont certains sont plus de 10 millions de fois plus grands que notre petite Terre. De l'autre côté, l'homme a découvert la petitesse des éléments qui constituent l'univers en divisant les 117 éléments en molécules, atomes et finalement en électrons, la plus petite particule. Un électron n'est pas visible, il n'est qu'un centre de force positive ou négative. L'électron est le commencement de tout ce qui a une nature physique. Les molécules, les atomes et les électrons. Pour comprendre à la fois les détails et la perspective du processus d'acquisition, d'organisation et de classification des connaissances, il est essentiel de commencer par les particules les plus petites et les plus simples de la matière physique, car ce sont les éléments avec lesquels la nature a construit l'ensemble de la partie physique de l'univers. Les molécules sont formées d'atomes qui sont de petites particules invisibles de matière et qui tournent en permanence à la vitesse de la foudre, suivant exactement le même principe que la Terre qui tourne autour du Soleil. Ces atomes, qui tournent continuellement dans la molécule, sont formés d'électrons. Nous avons déjà vu précédemment que l'électron ne comporte que 2 formes de force. L'électron est uniforme, d'une seule classe, taille et nature. Ainsi, dans un grain de sable ou une goutte d'eau se reproduit tout le principe sur lequel fonctionne l'univers entier. Comme c'est merveilleux, comme c'est magnifique. Vous rendez-vous compte que chaque aliment que vous prenez, l'assiette dans laquelle vous mangez, les couverts et la table elle-même ne sont finalement qu'un ensemble d'électrons. Dans le monde de la matière physique, si l'on observe la plus grande étoile au ciel ou le plus petit grain de sable sur Terre, l'objet étudié n'est qu'une collection organisée de molécules, d'atomes et d'électrons qui tournent les uns autour des autres à une vitesse incroyable. Chaque particule est en mouvement continu. Rien n'est immobile, même si presque toute la matière physique paraît figée à l'œil nu. La plus dure pièce d'acier n'est qu'une masse organisée de molécules, d'atomes et d'électrons qui tournent. En plus, les électrons d'une pièce d'acier sont de la même nature et bougent à la même vitesse que les électrons de l'or, de l'argent, du cuivre ou de l'étain. N'ayez pas peur des obstacles. Rappelez-vous que le cerf-volant du succès s'élève généralement contre le vent de l'adversité, et non pas avec celui-ci. Les 117 éléments sont différents les uns des autres, car ils sont formés de combinaisons différentes d'atomes. Certains électrons de ces atomes sont positifs et d'autres sont négatifs. Cela signifie que certains ont une charge électrique positive, tandis que d'autres ont une charge électrique négative. Grâce à la chimie, nous savons qu'une matière peut être décomposée en atomes qui sont eux-mêmes inaltérables. Les 117 éléments sont créés par la combinaison et les changements de position des atomes. Nous allons illustrer l'opération chimique à travers laquelle ce changement de position atomique est forgé, en termes scientifiques modernes. Ajoutez 4 électrons, 2 positifs et 2 négatifs à l'atome d'hydrogène, et vous obtiendrez l'élément lithium.
Éliminez de l'atome de lithium formé de 3 électrons positifs et 3 négatifs, un électron positif et un négatif, et vous obtiendrez un atome d'hélium formé de 2 électrons positifs et 2 négatifs. Nous pouvons donc voir que les 117 éléments de l'univers diffèrent les uns des autres par le nombre d'électrons qui composent leurs atomes et par le nombre et la disposition de ces atomes dans les molécules de chaque élément. Par exemple, un atome de mercure contient 80 charges d'électrons positives dans son noyau et 80 charges d'électrons négatives. Si le chimiste élimine 2 de ces atomes positifs, il obtiendra immédiatement un métal connu, la platine. S'il va plus loin encore et élimine un électron négatif, planétaire, l'atome de mercure aura perdu 2 électrons positifs et un négatif, c'est-à-dire une charge positive en entier. Alors, il retient 79 charges positives dans son noyau et 79 électrons négatifs, ce qui donne de l'or. La formule par laquelle peut se produire cette charge électronique a fait l'objet des recherches menées par des alchimistes à travers les âges, mais également par des chimistes modernes de notre époque. Tout chimiste sait bien que littéralement des dizaines de milliers de substances synthétiques peuvent être produites à partir de seulement 4 types d'atomes: l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le carbone. Les différences au niveau du nombre d'électrons dans les atomes entraînent des différences qualitatives, chimiques, même si tous les atomes d'un seul élément sont chimiquement similaires. Les différences au niveau du nombre et de la disposition de ces atomes par groupe de molécules produisent des différences à la fois physiques et chimiques dans les substances, c'est-à-dire dans les composés. Les substances différentes sont produites en combinaisant exactement les mêmes types d'atomes, mais dans des proportions différentes. Prenez une substance quelconque nécessaire à la vie et à la croissance et éliminez un seul atome d'une molécule de cette substance. Vous verrez que celle-ci pourrait se transformer en un poison mortel. Le phosphore est un élément et contient donc un seul type d'atome. Mais il existe du phosphore jaune et du phosphore rouge, variant avec la distribution spatiale des atomes dans les molécules qui composent cet élément. Nous pouvons affirmer que l'atome est la particule universelle avec laquelle la nature construit toutes les formes matérielles, du plus petit grain de sable jusqu'à la plus grande étoile qui flotte dans l'espace. L'atome est la brique de la nature, à l'aide duquel il crée un chêne ou un pin, un rocher de grès ou de granit, une souris ou un éléphant. Certains penseurs intelligents ont affirmé que la Terre sur laquelle nous vivons et chaque particule matérielle qui la constitue ont commencé par 2 atomes qui se sont croisés, attachés et qui ont flotté dans l'espace pendant des centaines de millions d'années en attirant d'autres atomes jusqu'à la formation complète de la Terre. Ils pensent que cela expliquerait les différentes couches de substances de la Terre, comme les couches de charbon, les dépôts de fer, d'or, d'argent et de cuivre, etc. Ils croient que pendant que la Terre tournoyait dans l'espace, elle est entrée en contact avec des groupes de différents types de nébuleuses ou d'atomes qu'elle s'est rapidement appropriés grâce à la loi de l'attraction magnétique. De nombreux éléments visibles sur la surface de la Terre soutiennent ces théories. Nous allons considérer ces faits concernant les plus petites particules analysables d'une matière comme point de départ pour déterminer comment développer et appliquer la loi du pouvoir. On a constaté que toute matière se trouve constamment dans un état de vibration ou de mouvement, que la molécule est formée de particules qui bougent rapidement et qu'on appelle des atomes qui à leur tour sont constitués de particules qui se déplacent vite et qu'on appelle des électrons. La vibration fluide de la matière. Dans chaque particule de matière, il y a un fluide ou une force invisible qui fait que les atomes circulent l'un autour de l'autre à une vitesse incroyable. Ce fluide est une forme d'énergie qui n'a jamais été analysée. Jusqu'à présent, elle a étonné le monde scientifique. De nombreux scientifiques croient que c'est la même énergie que l'électricité. D'autres préfèrent la nommer vibration. Certains chercheurs pensent que la vitesse à laquelle cette force, appelez-la comme vous voulez, se déplace, détermine en grande mesure la nature de l'aspect extérieur visible des objets physiques de l'univers. La vibration de cette énergie fluide produit un son. L'oreille humaine ne peut détecter que les sons déclenchés par le biais de 32 000 à 38 000 vibrations par seconde. À mesure que la vitesse de vibration par seconde augmente, le son commence à se manifester sous forme de chaleur. La chaleur apparaît à environ 1 500 000 vibrations par seconde. Plus haut sur l'échelle, les vibrations se présentent sous forme de lumière. 3 millions de vibrations par seconde produisent de la lumière violette. Au-delà de cette vitesse, des rayons ultraviolets qui sont invisibles pour nos yeux sont émis ainsi que d'autres radiations invisibles. Encore plus haut sur l'échelle, personne ne connaît la vitesse exacte,
les vibrations créent le pouvoir grâce auquel l'homme pense. En fait, je pense que la partie fluide de toutes les vibrations, de laquelle se développent toutes les formes d'énergie, a une nature universelle. La partie fluide du son est la même que celle de la lumière. Seule la vitesse de vibration différencie le son et la lumière. La partie fluide de la pensée est exactement la même que celle du son, de la chaleur et de la lumière. La seule et unique différence se trouve toujours au niveau de la vitesse de vibration. De même qu'il n'y a qu'une forme de matière physique qui compose la Terre et les autres planètes, le Soleil et les étoiles, l'électron, il n'y a qu'une seule forme d'énergie fluide qui fait que toute la matière reste constamment dans un état de mouvement rapide. L'air et l'éther. Le vaste espace entre le Soleil, la Lune, les étoiles et les autres planètes de l'univers est rempli d'une forme d'énergie appelée l'éther. Je crois que le fluide qui maintient toutes les particules en mouvement est le même que le fluide universel qui est l'éther et qui remplit tout l'espace de l'univers. À une certaine distance de la surface de la Terre, estimée par certains à environ 80 mètres, il y a l'air qui est une substance gazeuse composée d'oxygène et d'azote. L'air transmet uniquement les vibrations du son, c'est l'éther qui transporte la lumière et les autres vibrations à vitesse plus élevée. En fait, l'éther conduit toutes les vibrations depuis le son jusqu'à la pensée. L'air est une substance localisée dont le rôle principal est de fournir de l'oxygène et de l'azote à toute vie animale et végétale, sans lesquelles ni l'une ni l'autre ne pourrait exister. L'azote est l'un des principaux besoins de la vie végétale, alors que l'oxygène est indispensable à la vie animale. En haute altitude, l'air est raréfié, car il contient peu d'azote. C'est la raison pour laquelle la vie végétale ne peut pas s'y développer comme il faut. L'air se compose donc essentiellement d'oxygène en haute altitude, et c'est pour cela qu'on y envoie les patients tuberculeux. Rendez plus de services que ceux pour lesquels vous êtes payé, et très vite vous serez payé beaucoup plus que pour le service que vous offrez. La loi des revenus croissants s'en charge. Recherchez vos possibles pouvoirs sérieusement. Cette courte présentation des molécules, des atomes, des électrons, de l'air, de l'éther et des autres éléments vous paraîtrait peut-être compliquée, mais vous comprendrez bientôt qu'elle est essentielle car c'est la base de cette leçon. Ne vous découragez pas même si cela vous semble inintéressant. Engagez-vous sérieusement dans la recherche de vos possibles pouvoirs et de la façon dont vous devriez les organiser et les appliquer. En un mot, pour réussir, vous devez combiner la détermination, la persévérance et un désir bien défini afin de collecter et d'organiser les connaissances. Les propos de l'inventeur du téléphone pour soutenir les théories sur les vibrations. Pour soutenir mes théories concernant les vibrations, voici un propos d'Alexandre Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Supposons que vous avez le pouvoir de faire vibrer une barre de fer à la fréquence que vous désirez dans une pièce obscure. Au début, lorsqu'elle vibre lentement, son mouvement n'est perçu que par un seul sens, le toucher. À mesure que les vibrations se multiplient, un bruit sourd se dégage de la barre, ce qui fait appel à deux sens. À une vitesse d'approximativement 32 000 vibrations par seconde, le son est fort et aigu, mais à 40 000 vibrations, il ne pourra plus être entendu, et les mouvements de la barre ne seront plus non plus perçus par le toucher. À ce niveau, ces mouvements ne peuvent être perçus par aucun de nos cinq sens. À partir de cette vitesse et jusqu'à approximativement 1 500 000 vibrations par seconde, aucun de nos sens ne peut sentir les vibrations. À ce stade, le mouvement est indiqué en premier lieu par le sens de la température, puis par le sens de la vue quand la barre devient brûlante. À 3 millions de vibrations par seconde, elle répand une lumière violette, puis des rayons ultraviolets et d'autres radiations invisibles, dont certaines peuvent être décelées par des instruments que nous utilisons. Il y a beaucoup à apprendre sur l'effet de ces vibrations dans ce grand vide où une personne ordinaire ne peut pas entendre, voir ou sentir le mouvement. Le pouvoir d'envoyer des messages sans fil par les vibrations à travers l'éther réside dans ce vide, mais celui-ci est si grand qu'il semble qu'il doit y avoir beaucoup plus. Vous devez inventer des machines ayant de nouveaux sens, comme les instruments sans fil. À propos de ce grand vide, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'autres formes de vibrations qui puissent nous fournir des résultats aussi merveilleux ou plus merveilleux que les ondes radio. Il me semble que c'est dans ce vide que se trouvent les vibrations émises par notre cerveau et nos cellules nerveuses au moment où nous pensons. Mais la vitesse de ces vibrations est beaucoup plus élevée que celle des vibrations qui produisent la lumière ultraviolette. Avons-nous besoin d'un câble pour porter ces vibrations ?
Ne passent-elles pas par l'éther sans fil, tout comme les ondes radio? Comment sont-elles perçues par le récepteur? Est-ce qu'il entend une série de signaux, ou bien est-ce qu'il sent que les pensées d'un autre sont entrées dans son cerveau? Si les ondes de pensée sont similaires aux ondes radio, elles doivent passer par le cerveau et couler à l'infini à travers le monde et l'univers. Le corps, le crâne et d'autres obstacles solides ne formeraient aucune barrière à leur passage, car elles passent par l'éther qui entoure les molécules de chaque substance, quoiqu'elle soit solide ou dense. Vous vous demandez peut-être s'il ne risquerait pas d'y avoir une interférence et une confusion constante si les pensées des autres passaient par notre cerveau et y établissaient des idées qui ne provenaient pas de nous-mêmes. Comment peut-on savoir si les idées des autres n'interfèrent pas avec les nôtres à un moment donné? J'ai observé beaucoup de phénomènes de perturbation de l'esprit que je n'ai jamais été capable d'expliquer. Par exemple, il y a l'enthousiasme ou la lassitude qu'un orateur ressent pendant qu'il s'adresse à ses auditeurs. Je l'ai constaté de nombreuses fois dans ma vie, et je n'ai jamais réussi à en déterminer les causes physiques exactes. De nombreuses découvertes scientifiques semblent indiquer qu'un jour, les gens pourront lire les pensées des autres. Les pensées seront transmises directement d'un cerveau à un autre sans l'intervention de la parole, de l'écriture ou d'autres méthodes de communication connues de nos jours. L'hypothèse que l'esprit puisse communiquer directement avec un autre esprit est basée sur la théorie selon laquelle la pensée ou la force vitale est une forme de perturbation électrique qu'elle peut être prise par l'induction et transmise à distance soit par un câble, soit par l'éther universel, comme les ondes télégraphiques. Beaucoup d'analogies suggèrent que la pensée est de la même nature que la perturbation électrique. Un nerf, fait de la même substance que le cerveau, est un excellent conducteur de courant électrique. Quand nous faisons passer le courant par les nerfs d'une personne décédée, nous sommes choqués de la voir s'élever et bouger. Les nerfs électrifiés produisent la contraction des muscles comme si la personne était encore vivante. Les nerfs semblent agir sur les muscles de la même manière que le courant électrique affecte un électroaimant. Le courant magnétise une barre de fer placée à son angle droit et les nerfs produisent par la force vitale immatérielle qui circule en eux la contraction des fibres musculaires disposées à leurs angles droits. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la pensée et la force vitale peuvent être considérées comme ayant la même nature que l'électricité. Le courant électrique est considéré comme un mouvement ondulé de l'éther, la substance hypothétique qui remplit tout l'espace et imprègne toutes les substances. Il doit y avoir de l'éther, car sans lui, le courant électrique ne pourrait pas traverser un vide, ni la lumière ne pourrait traverser l'espace. Il est raisonnable de croire que seul un mouvement ondulatoire de caractère similaire peut produire les phénomènes de la pensée ou de la force vitale. On peut supposer que les cellules du cerveau fonctionnent comme une batterie et que le courant produit circule le long des nerfs. Mais est-ce que tout cela s'arrête là? Est-ce que ce courant ne passerait pas à travers notre corps sans être perçu par nos sens, tout comme les ondes radio passaient sans être perçues avant que Hertz et d'autres ne découvrent leur existence? Chaque esprit est à la fois une station d'émission et de réception. J'ai déjà mentionné à plusieurs reprises que chaque cerveau humain est en même temps une station d'émission et de réception pour les vibrations de la fréquence de la pensée. Si cette théorie s'avère être réelle et que des méthodes de contrôle raisonnables sont établies, imaginez le rôle qu'elle pourrait jouer dans la collecte, le classement et l'organisation des connaissances. La possibilité plus que la probabilité d'une telle réalité étonne l'esprit humain. Chaque échec est une bénédiction déguisée, fournissant des leçons qu'on n'aurait pas apprises autrement. La plupart des échecs ne sont que des défaites temporaires. Les propos de Thomas Paine concernant les pensées que nous captons. Thomas Paine fut l'un des grands esprits de la Révolution américaine. C'est à lui davantage peut-être qu'à n'importe qui d'autre que les Américains doivent le début et la fin heureuse de la Révolution, car son esprit le détermina à s'impliquer dans l'élaboration de la Déclaration d'indépendance américaine et à persuader les signataires de ce document de le traduire en fonction de la réalité. En parlant de la source de son grand dépôt de connaissances, Paine le décrit ainsi. Toute personne ayant observé l'état du progrès de l'esprit humain, puis son propre esprit, doit avoir remarqué qu'il y a deux types différents de pensées. Celles qu'on produit volontairement nous-mêmes par la réflexion et par l'acte de penser, et celles qui surviennent dans l'esprit sans y avoir été invités. J'ai pris l'habitude de traiter poliment ces visiteurs volontaires et de voir s'ils méritent de rester. C'est ainsi que j'ai appris plein de choses. En ce qui concerne les connaissances que tout le monde obtient par l'éducation scolaire,
Elle ne représente qu'un tout petit capital qui sert à nous enseigner comment apprendre davantage par nous-mêmes. En fin de compte, chacun de nous doit être son propre professeur, car les principes ne peuvent être gravés dans la mémoire. Pour qu'ils s'impriment dans notre esprit, nous devons les comprendre et ils y resteront durablement étant donné qu'ils ont été conçus par nous-mêmes. Par ces mots, Penn, le grand patriote et philosophe américain, a décrit une chose que nous avons tous expérimentée à un moment ou à un autre. Qui n'a jamais eu de preuve évidente que certaines pensées ou un ensemble d'idées qui surgissent dans l'esprit proviennent de sources extérieures? Tous les cerveaux sont liés par l'éther. Quel autre moyen de transport est là pour ces visiteurs à part l'éther? L'éther remplit l'espace infini de l'univers. C'est le seul moyen de transport pour toutes les formes de vibrations comme le son, la lumière et la chaleur. Pourquoi ne devrait-il pas être aussi le moyen de transfert des vibrations de la pensée? Chaque esprit ou cerveau est directement lié à tous les autres cerveaux par l'éther. Chaque pensée libérée par un cerveau peut être instantanément captée et interprétée par tous les autres cerveaux qui sont en rapport avec le cerveau transmetteur. En effet, l'espace infini de l'univers est et sera toujours littéralement une bibliothèque mentale où l'on peut trouver toutes les pensées libérées par l'humanité. C'est la base de la leçon de la confiance en soi dans laquelle nous parlons des connaissances organisées. La plupart des connaissances utiles héritées par la race humaine ont été préservées et enregistrées telles quelles dans la Bible de la nature. En tournant les pages de cette Bible inaltérable, l'homme peut lire l'histoire de la lutte qui a généré la civilisation actuelle. Les pages de cette Bible sont formées des mêmes éléments physiques qui forment cette Terre et toutes les autres planètes et de l'éther qui remplit tout l'espace. En tournant les pages écrites sur la pierre et couvertes près de la surface de cette Terre où il vit, l'homme a découvert des os, des squelettes, des empreintes et d'autres preuves solides de l'histoire de la vie animale sur Terre, des preuves plantées là pour que la nature nous illumine et nous guide au cours des époques incroyables. Ces preuves sont claires et incontestables. Les grandes pages de pierre de la Bible de la nature représentées par l'éther constituent une source authentique de communication entre le Créateur et l'homme. Cette Bible a été commencée avant que l'homme n'arrive à l'étape de la pensée, c'est-à-dire avant que l'homme n'atteigne l'étape de l'amibe, l'animal unicellulaire de son développement. Cette Bible ne peut pas être modifiée par l'homme. De plus, elle raconte son histoire, non pas dans des anciens langages disparus ou par les hiéroglyphes des races mi-sauvages, mais dans le langage universel qui peut être lu par tous ceux qui ont des yeux. Personne ne peut altérer ou changer la Bible de la nature à partir de laquelle nous avons tiré toutes les connaissances qui méritent d'être connues. L'une des découvertes les plus merveilleuses réalisées par l'homme est la découverte du principe de la radio qui fonctionne à l'aide de l'éther, une partie importante de la Bible de la nature. En fait, l'éther capte les vibrations habituelles du son, les transforme en radiofréquences, les transmet à une station sensible de réception où il leur rend à nouveau leur forme originale de fréquence audio, le tout dans l'éclair d'une seconde. Ce n'est donc pas étonnant qu'une telle force puisse collecter les vibrations de la pensée et les garder en mouvement pour toujours. Ce fait établi et bien connu de la transmission instantanée du son par l'intermédiaire de l'éther à l'aide de l'appareil radio moderne nous permet de confirmer la théorie de la transmission des vibrations de la pensée d'un esprit à un autre. Le cerveau collectif. Maintenant, nous arrivons à l'étape suivante de la description des modalités et des moyens par lesquels nous pouvons collecter, classer et organiser les connaissances utiles par l'alliance harmonieuse de deux ou plusieurs esprits qui forment ensemble un cerveau collectif. Au moment de la rédaction de ce cours, le sujet sur le cerveau collectif ou le cerveau collectif n'a jamais été évoqué ou développé dans d'autres livres qui parlent de l'esprit humain, écrits par d'autres auteurs. La chimie de l'esprit. L'esprit se compose de la même énergie fluide universelle que celle qui constitue l'éther qui remplit l'univers. Nous savons tous que certains esprits entrent en conflit dès qu'ils se rencontrent, alors que d'autres esprits montrent immédiatement une affinité naturelle l'un pour l'autre. Entre ces deux extrêmes, il existe de nombreuses possibilités de faire varier les réactions d'un esprit à un autre. D'une part, il y a des esprits qui sont si naturellement adaptés l'un à l'autre que le coup de foudre est le résultat inévitable du contact. Qui n'a pas connu une telle expérience? D'autre part, les esprits sont si opposés qu'un rejet mutuel violent se produit dès la première rencontre. Parfois, ces résultats apparaissent sans qu'un mot soit dit et sans que les moindres signes des causes habituelles de l'amour ou de la haine agissent comme un stimulus.
il est fort probable que l'esprit soit formé de fluides ou substances ou énergies similaires à l'éther, si ce n'est pas la même substance. Lorsque deux esprits se rapprochent pour établir un contact, le mélange des électrons de l'éther forme une réaction chimique et donne naissance à des vibrations qui affectent les deux individus de manière agréable ou désagréable. L'effet de la rencontre de deux esprits est évident, même pour l'observateur le plus distrait. Chaque effet doit avoir une cause. On pourrait donc supposer que la cause du changement d'attitude mentale entre les deux esprits qui viennent d'entrer en contact n'est autre que la perturbation des électrons ou des unités de chaque esprit au moment du processus de réarrangement, en plus du nouveau champ créé par le contact. Croire en l'héroïque fait des héros. Disraeli. Pour bâtir cette leçon sur une fondation solide, nous avons parcouru un long chemin vers le succès en admettant que la rencontre ou le contact entre deux esprits installe dans chacun de ces esprits un certain effet perceptible ou un état d'esprit tout à fait différent de celui existant juste avant le contact. Il n'est pas indispensable de connaître les causes de cette réaction après le mélange de deux esprits, mais on sait qu'à chaque fois, cette réaction s'établit, ce qui nous offre un point de départ pour montrer ce que signifie le terme cerveau collectif. Un cerveau collectif peut être créé en associant ou en alliant dans une harmonie parfaite deux ou plusieurs esprits. À partir de cette alliance harmonieuse, la chimie de l'esprit crée un troisième esprit qui peut être approprié et utilisé par l'un ou par tous les esprits individuellement. Ce cerveau collectif restera disponible tant que dure l'alliance amicale et harmonieuse entre les esprits individuels. Il sera détruit et toutes les preuves de son ancienne existence disparaîtront au moment où l'alliance amicale est rompue. La chimie de l'esprit et le mariage. C'est ce principe de la chimie de l'esprit qui est à la base et la cause des soi-disant âmes sœurs et triangles éternels dont la plupart finissent par le divorce malheureusement. Nous savons que les 2 ou 3 premières années d'alliance après le mariage sont souvent marquées par de nombreux désaccords plus ou moins insignifiants. Ce sont les années d'ajustement. Si le mariage survit, cela signifie que l'alliance peut devenir permanente. Aucune personne mariée et expérimentée ne niera ces faits. Encore une fois, nous voyons les faits sans en comprendre la cause. Bien qu'il existe d'autres facteurs contributifs, le manque d'harmonie au cours de ces premières années de mariage est principalement dû à la lenteur de la chimie des esprits pour atteindre un mélange harmonieux. Autrement dit, les électrons ou les unités d'énergie appelées esprits ne sont ni très amicaux ni opposés lors du premier contact. Mais grâce à l'alliance constante, ils s'adaptent eux-mêmes petit à petit dans une harmonie, sauf dans de rares cas où l'alliance a l'effet inverse de conduire, à terme, à l'hostilité ouverte entre ces unités. Nous savons tous que lorsqu'un couple a vécu ensemble pendant 10 ou 15 années, les deux deviennent pratiquement indispensables l'un pour l'autre, même si l'amour, qui est essentiel, n'existe plus entre eux. De plus, cette alliance et la relation sexuelle développent une affinité naturelle entre les deux esprits, et peu à peu, les deux personnes ont les mêmes expressions faciales et se ressemblent de plusieurs façons. Tout analyste compétent de la nature humaine peut facilement trouver parmi une foule d'inconnus l'épouse d'un homme qui lui avait été présenté. L'expression des yeux, les traits du visage et le ton de la voix d'un couple vivant ensemble depuis longtemps deviennent très similaires. La chimie de l'esprit permet de comprendre ce que les autres pensent, même s'ils ne le disent pas. L'effet de la chimie de l'esprit humain est si marqué que tout orateur public expérimenté peut rapidement savoir si ses propos sont acceptés par ses auditeurs. L'orateur, qui avait appris comment sentir et enregistrer les effets d'une opposition, est capable de détecter immédiatement si un auditeur parmi 1000 n'est pas d'accord avec lui. Il peut le sentir même sans observer ou sans être directement influencé par l'expression des visages des auditeurs. En fin de compte, un seul auditeur pourrait faire en sorte qu'un orateur réussisse son discours, ou au contraire échoue, et ce, sans émettre un son et sans afficher la moindre expression de satisfaction ou d'insatisfaction. Tous les maîtres vendeurs savent quand arrive le moment psychologique de conclure, non pas à cause de ce que dit le client potentiel, mais grâce à la manière dont le vendeur ressent et interprète la chimie de son esprit. Les orateurs pourraient mentir à propos de leurs intentions, mais une interprétation correcte de la chimie de l'esprit permet de le détecter. Tout vendeur habile sait que la plupart des clients ont l'habitude d'adopter une attitude négative au point culminant d'une vente. Tout avocat compétent a développé un 6e sens qui lui permet de sentir le meilleur moyen de répondre aux déclarations d'un témoin intelligent qui ment,
est la façon d'interpréter correctement l'intention du témoin en utilisant la chimie de l'esprit. De nombreux avocats ont développé cette habileté sans en connaître la vraie source. Ils ont acquis cette technique sans comprendre la raison scientifique sur laquelle elle est basée. Beaucoup de vendeurs ont fait de même. Une personne douée dans l'art de connaître exactement la chimie des esprits des autres peut, métaphoriquement parlant, visiter un esprit comme s'il s'agissait d'un manoir, y explorer à sa guise toute la construction en observant tous les détails, et en sortir ayant une image complète de l'intérieur du bâtiment, sans que le propriétaire du manoir sache qu'il a eu un visiteur. Nous avons vu dans la leçon sur la pensée claire que l'utilisation de ce principe peut être pratique, en liaison avec le principe de la chimie de l'esprit. Faites vos propres expériences. Nous avons suffisamment résumé le principe de la chimie de l'esprit. Je vous invite à l'expérimenter au quotidien. Observez ce qui se passe lorsque deux esprits entrent en contact. Un changement mental s'installe dans les deux esprits et se traduit parfois par une amitié. Chaque esprit a un champ électrique. La nature de ce champ varie en fonction de l'état de chaque esprit individuel et de la nature de la chimie de l'esprit qui crée le champ. Je crois que la condition normale ou naturelle de chaque esprit individuel est le résultat de l'hérédité physique et de la nature des pensées qui l'ont dominé. Chaque esprit change continuellement de sorte que la philosophie et les habitudes générales de chaque individu changent la chimie de son esprit. Je crois fermement à la véracité de ces principes. Le fait que chaque individu peut volontairement changer la chimie de son esprit, soit pour attirer, soit pour éloigner ceux avec qui il entre en contact, est une réalité connue. Autrement dit, chacun peut adopter une attitude mentale qui attirera et plaira aux autres ou qui les éloignera et les rendra hostiles, tout cela sans l'aide des mots ou expressions faciales ou n'importe quelle autre forme de mouvement ou position du corps. Qu'est-ce qu'un cerveau collectif au juste ? Revenons maintenant à la définition du cerveau collectif, un esprit qui se développe par l'alliance et la coordination de deux ou plusieurs esprits dans une harmonie parfaite. Et vous comprendrez toute la signification du mot harmonie tel qu'il est employé dans cette leçon. Deux esprits ne peuvent ni s'allier ni se coordonner sans l'harmonie parfaite qui est le secret du succès ou de l'échec de toutes les alliances d'affaires ou sociales. Tout responsable commercial, tout commandant militaire et tout dirigeant dans n'importe quel domaine de la vie comprend la nécessité d'un esprit de corps, un esprit de compréhension et de coopération commune pour atteindre le succès. Cet esprit harmonieux qui lutte pour un objectif commun s'obtient par la discipline, volontaire ou forcée, de sorte que les esprits individuels s'allient et deviennent un cerveau collectif, ce qui signifie que la chimie des esprits individuels est modifiée pour qu'ils se mélangent et fonctionnent comme un seul. Les méthodes pour mettre en place ce processus d'alliance sont tout aussi nombreuses que les individus à engager pour occuper les différents postes disponibles. Chaque directeur a sa propre méthode pour coordonner les esprits de ses disciples. L'un utilise la force, l'autre utilise la persuasion. L'un menace de sanctionner tandis qu'un autre met l'accent sur les récompenses afin de réduire les esprits individuels d'un groupe de gens pour ne former qu'un seul esprit de masse. Vous ne devriez pas chercher loin dans l'histoire des ventes, de la politique, des affaires ou des finances pour découvrir la technique employée par les dirigeants dans ces domaines dans le processus d'alliance des esprits. Si vous ne croyez pas en la coopération, regardez ce qui arrive à un chariot qui perd une roue. D'où viennent les plus grands leaders du monde ? Les vrais grands leaders du monde, cependant, viennent de la nature avec une combinaison de chimie d'esprit aussi favorable qu'un noyau d'attraction pour d'autres esprits. Napoléon fut un bon exemple car il possédait un esprit magnétique qui attirait tous les esprits avec qui il entrait en contact. Les soldats suivaient Napoléon jusqu'à la mort sans reculer grâce à sa personnalité attrayante et déterminée. Cette personnalité n'était rien d'autre que la chimie de son esprit. Aucun groupe d'esprits ne peut former un cerveau collectif si un seul individu de ce groupe a un esprit négatif et répugnant. Les esprits négatifs et les esprits positifs ne pourront jamais s'allier harmonieusement pour donner naissance à un cerveau collectif tel qu'on le décrit ici. La méconnaissance de ce fait est la cause de l'échec de beaucoup de dirigeants qui autrement auraient atteint le succès. Tout leader compétent qui comprend ce principe de la chimie de l'esprit peut temporairement allier les esprits de pratiquement n'importe quel groupe de gens pour former un esprit de masse, mais la composition se détruira au moment où le leader disparaît du groupe. Quel est l'intérêt d'une réunion régulière ?
Pourquoi les grandes compagnies commerciales qui ont du succès réunissent-elles leurs commerciaux au moins une fois par semaine? Dans le but de fusionner les esprits individuels pour former un cerveau collectif qui stimule chacun des esprits durant quelques jours. La plupart du temps, les dirigeants ne comprennent pas vraiment ce qui se passe réellement au cours de ces réunions souvent appelées discours d'encouragement. Ces réunions sont généralement consacrées au discours du chef et des autres membres du groupe, et parfois d'une personne qui ne fait pas partie du groupe. Pendant ce temps, les esprits de tous les individus présents entrent en contact et se rechargent les uns les autres. Nous pouvons comparer le cerveau d'un être humain à une batterie électrique, car il peut être épuisé, rendant son propriétaire déprimé et découragé. Qui est assez chanceux pour n'avoir jamais éprouvé un tel sentiment? Lorsque le cerveau humain se trouve dans cet état d'affaiblissement, il doit être rechargé. De quelle manière? En le mettant en contact avec un ou plusieurs esprits pleins de vitalité. Les grands dirigeants comprennent la nécessité de ce processus de recharge et en plus, ils savent comment obtenir ce résultat. Ces connaissances constituent la différence principale entre un chef et un subordonné. Il est chanceux celui qui comprend assez bien ce principe pour maintenir son cerveau vivifié ou rechargé en entrant régulièrement en contact avec un esprit plus énergique. Quel est ce grand stimulant qui permet de recharger efficacement l'esprit? Le contact sexuel est l'un des stimulants les plus efficaces pour recharger l'esprit, à condition que ce soit fait intelligemment entre deux individus qui ont une véritable affection l'un pour l'autre. Toute autre sorte de relation sexuelle dévitalise l'esprit. Tout psychothérapeute compétent peut recharger un cerveau en quelques minutes seulement. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que tous les grands leaders dans n'importe quel domaine de la vie avaient ou non des besoins sexuels plus importants. Le mot sexe n'est pas un mot indécent, il est dans tous les dictionnaires. Le cerveau peut guérir la maladie. Les médecins et les autres praticiens en médecine bien informés semblent accepter la théorie selon laquelle les maladies apparaissent quand le cerveau d'un individu est affaibli ou épuisé. Autrement dit, une personne dont le cerveau est toujours vivifié est pratiquement sinon complètement à l'abri de toutes sortes de maladies. Tout praticien intelligent dans le domaine de la santé, quelle que soit sa formation, sait que la nature ou le cerveau guérit la maladie chaque fois qu'un traitement est mis en place. Les médicaments, la foi, la chiropractie, l'ostéopathie et toutes les autres formes de stimulants extérieurs ne sont rien de plus que des aides artificielles à la nature. En fait, ce sont de simples méthodes pour mettre en mouvement la chimie de l'esprit afin de réajuster les cellules et les tissus de l'organisme, de revitaliser le cerveau et d'aider ainsi la machine humaine à fonctionner normalement. Le praticien le plus orthodoxe admettra l'exactitude de cette affirmation. Donc, quels pourraient être les développements futurs possibles dans le domaine de la chimie de l'esprit? Si nous suivons les principes de l'alliance harmonieuse des esprits, nous pourrons jouir d'une santé parfaite. À l'aide du même principe, nous pouvons développer suffisamment de pouvoir pour résoudre le problème de la pression économique qui pèse constamment sur chacun de nous. Nous pouvons juger les possibilités futures de la chimie de l'esprit en faisant l'inventaire de nos succès passés, tout en gardant à l'esprit que ces succès ont été en grande partie le résultat d'une découverte accidentelle et des réunions occasionnelles des esprits. La chimie de l'esprit et le pouvoir économique. Il est facile de démontrer qu'on peut également appliquer la chimie de l'esprit dans les affaires économiques courantes de la vie de tous les jours ainsi que dans le monde commercial. Le cerveau collectif permet de développer suffisamment de pouvoir qui aide chacun de ses membres à réaliser des exploits surhumains. Le pouvoir est la force qui vous permet d'atteindre le succès dans tout ce que vous entreprenez. Le pouvoir illimité peut être acquis par tout groupe de personnes ayant la sagesse de mettre de côté leur propre personnalité et leurs intérêts individuels immédiats pour une alliance de leurs esprits dans une harmonie parfaite. Vous avez sûrement remarqué que le mot harmonie revient souvent dans cette leçon. Un cerveau collectif ne pourra se développer sans une harmonie parfaite. Les unités individuelles d'un esprit s'allieront avec celles d'un autre esprit à condition que les deux esprits soient animés par le même objectif dans une harmonie parfaite. Au moment où les deux esprits prennent des routes divergentes pour leur propre intérêt, les unités individuelles de chaque esprit se sépareront et le troisième élément, le cerveau collectif issu de l'alliance amicale et harmonieuse, se détruira.